Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 112e Les Bref Week. Il s'est pas passé grand chose durant cette semaine, j'ai pas découvert de trucs incroyables dont je voulais absolument vous parler, ça a été plutôt calme à ce niveau-là. Et du coup, quand on n'a pas d'idée de sujet, il reste plus qu'à vous parler des lectures de la semaine, donc là j'en ai choisi 3 que actuellement j'ai pas encore lues. Je vais les lire tout de suite là maintenant, donc c'est une manière de faire assez nouvelle, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va tenter avec, pour commencer, Pacte. Cette phrase n'était pas terrible. C'est bon, je viens de finir ma lecture du tome 1 de Pacte, donc c'est une nouveauté de ce mois-ci, février, c'était sorti le 1er février même, je crois bien. Du coup, ça fait partie des nouveautés dont je vais pas pouvoir parler en premier retour, parce que je peux pas parler de tout, donc forcément il y en a qui sautent, comme ça avait été le cas avec le couvent des damnés le mois dernier. J'en parle donc ici de manière improvisée, et Pacte c'est un manga SF d'anticipation, ça se passe durant l'an 2000XX, mais je pense que c'est d'ici quelques décennies tout au moins, et la Terre est ravagée par des attaques terroristes d'une ampleur toute nouvelle, il y a carrément les États-Unis qui ont coulé, qui ont été rayés de la carte. Et en fait, il y a plusieurs bombes à azote qui ont été placées un peu partout dans les mers, donc il m'a un peu fait peur. Dans les mers, dans les océans et tout ça, et le Japon décide donc de former ses propres désamorceurs pour aller désamorcer ces bombes à azote. Dans les jeunes talents qui forment cette petite équipe, on retrouve donc ces deux personnages sur la couverture, donc cette jeune fille qui s'appelle Machi, et ce monsieur qui s'appelle Nagi, comme le présentateur télé mais avec un U en moins. Cette mission de désamorçage est une première mondiale qui va pas tout à fait se passer comme prévu, puisque en fait ils se sont fait avoir, c'était un fake comme on dit dans le milieu. Toute l'équipe à peu près meurt, même Machi, même si je me demande si elle est vraiment morte parce qu'elle est quand même sur la couverture, c'est quand même pas impossible. Nagi est le seul survivant, et il va donc décider de venger la mort de ses camarades, et donc surtout de Machi, en essayant de désamorcer les bombes d'après. Voilà un petit peu pour l'histoire. C'est plutôt sympa, j'ai passé un assez bon moment en lisant, même si le premier point qui m'a un petit peu mitigé, c'est le dessin qui, je pense, est fait de manière totalement numérique, par ordinateur. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Globalement, c'est quand même bien maîtrisé, mais je trouve qu'il y a certains plans qui sonnent un peu faux, même si à l'inverse, on a des très belles scènes très intensives et qui pour le coup marchent très bien. Ce genre de case, je suis d'accord. Donc plus on lit, plus ça va, mais ça m'a quand même pas tout à fait convaincu d'un point de vue graphique. Niveau scénario, par contre, là, ça a vraiment l'air de tenir la route. Ça fait penser un petit peu à des films américains du genre dystopique. Voilà, un avenir pas tout rose, sauf que là, c'est le Japon qui résiste et pas les États-Unis. Donc ouais, un scénario assez ambitieux qui a des idées qui m'ont vraiment plu, par exemple, donc il leur reste pas beaucoup de temps pour désamorcer les bombes, et après cette tentative un peu périlleuse, l'État décide de donner de la drogue, en fait, un truc que tu implantes comme ça dans le cou et qui, c'est de la drogue. Ça rend plus efficace le cerveau, donc un peu comme dans le film avec le même acteur que Very Bad Trip et No Limit, je crois que ça s'appelle. Il y a des trucs qui fonctionnent bien, ça fait plaisir et ça a l'air assez ambitieux, et le seul point pour lequel je suis un petit peu mitigé à ce niveau-là, ça concerne le groupe terroriste. Je crois pas qu'il y ait un nom précis qui leur a été donné, donc je vais les appeler le groupe du pôle sud parce que ils résident au pôle sud. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc ça a l'air assez déjanté, il y a ce délire là avec les crânes de bouc. Pour le moment on sait pas grand chose d'eux, il y a juste vers la fin où on comprend un petit peu que c'est des gens qui ont été exclus de la société et tout ça, bref, des révolutionnaires qui ont passé une bonne partie de leur vie apparemment à avoir été exclus et détestés par les autres. Bon, c'est assez classique en fait, mais voilà, j'attends quand même de voir comment ça va être développé ensuite. Je viens de voir que c'est fini en 5 tomes, donc c'est bien ce que je pensais, ça va pas être très long, donc pourquoi pas. Si ce que j'ai pu vous lire vous intéresse, je vous le conseille. Maintenant on va passer à la deuxième lecture qui n'est pas une nouveauté, c'est même un truc assez vieux, et ça s'appelle Daio. Allons voir tout de suite ce que ça donne. Ok. Daio, c'est un recueil d'histoires courtes de Io Kuroda. Toutes ces histoires ont été faites dans les années 90, et c'est un auteur qui a eu le soutien de grands noms du manga comme Kazuhiro Otomo, qui n'est autre que l'auteur d'Akira, quand même. Et c'est particulier. En fait, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut lire et relire avant de bien tout comprendre, et ça peut se prêter à tout un tas d'analyses qui doivent être très intéressantes, mais puisque c'est la première lecture et que je viens juste de le faire, on va se limiter à du très très basique. C'est assez expérimental, par exemple d'un point de vue graphique, ça change un petit peu selon les histoires, même si on reste dans quelque chose d'assez brouillon, quelque chose de très spontané et dynamique qui donne lieu quand même à des belles planches. On a droit à ce genre de truc par exemple, ou quelque chose d'encore plus grossier et trituré. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que toutes ces histoires sont des commandes de magazines, c'est-à-dire que il avait des thèmes précis à respecter et c'est
quelque chose de moins personnel peut-être que je ne l'aurais pensé de prime abord. Enfin, niveau personnalité quand même, je peux vous dire que ça a de la gueule. En fait, dans toutes les histoires, il y a une approche de l'imaginaire et une sorte de décalage entre la fiction et les réalités. Par exemple, il y a une histoire où une fille qui vient de se faire larguer fait la découverte que son voisin n'est autre qu'un éléphant. Sinon, un orphelin bouddhiste et un petit peu victime sur les bords qui fait la découverte d'un mecha et ça se transforme en un délire de combat de robots sur fond de guerre atomique. Enfin bref, il y a des délires plutôt particuliers et il y a des récits que j'ai mieux aimés que d'autres, mais globalement j'ai quand même trouvé ça très intéressant, ça me donne envie de le relire et surtout de me renseigner un petit peu plus sur l'auteur, sachant que je crois qu'il y a 2 autres de ces mangas qui sont parus en France. Il y a aussi énormément de références dans cet ouvrage, donc des références par rapport à des mangas, mais aussi à des contes comme la légende de Goku, le fameux conte chinois à l'origine de Dragon Ball. Il y a des trucs dont j'ai pas du tout la référence, et d'autres trucs que je suis plutôt content d'avoir capté, comme par exemple ce personnage qui est dans Metropolis d'Osamu Tezuka. J'ai quand même pas tout à fait compris ce qu'il fichait là, mais généralement c'est des références un petit peu moins directes, des sous-entendus ou ce genre de choses. Donc c'est pas non plus la peine d'avoir une grosse culture pour pouvoir apprécier ça. Donc si vous êtes à la recherche de ce genre de recueils un petit peu expérimentaux, bah peut-être que vous connaissez déjà, mais si c'est pas le cas, je vous le recommande. Ce qui est cool aussi et qui va de pair avec le décalage fiction-réalité, c'est que les personnages, donc à chaque fois que cet élément de fiction arrive, eh ben ils sont en mode blasé, genre bon, j'ai un éléphant comme voisin, bon bah allez, on va faire connaissance. Oh, il y a un moustique qui a pris forme humaine devant moi. C'est rigolo, il y a des petites boules avec des yeux et un sourire qui apparaissent dans mon appartement. Enfin bref, moi je trouve ça cool, après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. On va maintenant passer à la dernière lecture de cette vidéo, les 2 premiers tomes de Pline. Pline, je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors en fait ça doit se dire Pline puisque c'est le nom d'un personnage historique, donc un personnage roman qui est un naturiste qu'on va suivre tout au long de ces 2 tomes et de la suite, puisque si ça porte son nom ça veut dire qu'on va parler de lui durant toute la série, enfin je pense que vous aurez compris. C'est donc un manga en grande partie biographique mais qui dépend quand même pas mal de l'imagination des 2 auteurs que sont Mari Yamazaki et Tori Miki. Mari Yamazaki qui est aussi l'auteur du très bon Terma Romae que j'ai juste derrière moi. Voilà, donc c'est un manga humoristique qui a la particularité de mélanger 2 cultures et 2 époques très différentes, donc le Japon actuel et la Rome antique, comme dans Pline, avec un concepteur romain de thermes, qui sont donc les sources thermales, donc les bains en extérieur échauffés naturellement, enfin pas qu'en extérieur d'ailleurs. Et un jour comme un autre, il va glisser dans un bassin, et en remontant à la surface, il va se trouver dans le Japon actuel, donc dans une source thermale japonaise actuelle, et avec ses petits voyages dans le temps, ça va lui permettre d'apporter des éléments, donc des bains japonais à son époque, et c'est très drôle, je vous le conseille vraiment vivement et j'aimerais bien en faire une vidéo d'ailleurs un jour. Donc ça c'était pour Terma Romae, mais maintenant on va revenir à Pline. Comme je l'ai dit, ça se passe donc à la même époque, enfin en ce qui concerne la Rome antique, parce que là il n'est plus du tout question de voyage dans le temps et de japonais. Et Pline, c'est un gouverneur au service de César qui est une sorte d'encyclopédie vivante. Le mec est très curieux sur tout ce qui concerne la nature, il a d'ailleurs écrit l'histoire naturelle que j'ai pas lu du tout. Et franchement ces 2 tomes ont été très sympas à lire. On le suit avec 2 autres personnages, donc son scribe Euclès et une sorte de garde du corps. Ça forme d'ailleurs un trio bien sympa, les personnages sont assez attachants et il y a pas mal de petits moments drôles, même si pour le coup c'est pas dans le même registre que Terma Romae, c'est bien plus historique que vraiment humoristique. Mais voilà, ça se lit bien, même s'il y a beaucoup de phases explicatives où Pline fait un petit peu part de toutes ses pensées sur des choses assez variées, donc ça peut être sur la maladie, sur des éruptions volcaniques, sur le tonnerre, sur l'orage, enfin plein de choses. Il était d'ailleurs assez en avance sur son temps, le bougre, donc on apprend pas mal de trucs, et d'ailleurs dans ce tome 1, c'est un enchaînement de plein d'événements, donc ça commence avec l'éruption du Vésuve, et puis ensuite ça enchaîne donc sur une sorte de tempête avec de l'orage. Ensuite il y a un tremblement de terre, et puis ça enchaîne sur un tsunami, enfin bref, ils sont confrontés à plein de trucs dès le début. D'ailleurs avec le tome 2 ça se calme puisqu'ils rentrent à Rome. Et il y a ce côté catastrophe naturelle qui peut aussi entrer en parallèle avec le Japon, puisqu'ils sont aussi connus pour les tsunamis et les tremblements de terre. D'ailleurs les auteurs en parlent dans une interview qu'il y a juste à la fin du bouquin, et justement ils disent qu'ils avaient pensé à ce parallèle, mais plus pour voir comment les Romains auraient réagi aux mêmes événements que les Japonais, et pour le coup la réaction de Pline est assez amusante, puisque il garde son sang-froid, et puis il fait ses petites explications à son scribe, qui est chargé de tout noter ce qu'il dit. Pline c'est un personnage vraiment très excentrique, qui en a absolument rien à faire de ce que pensent les autres de lui, et puis même de ce que pensent les autres en général. Même César, c'est pour dire. Bref, il y a plein de choses intéressantes. Niveau dessin, donc, en fait c'est 2 illustrateurs, il n'y a pas un scénariste et un dessinateur
dessinateurs, là c'est vraiment les deux qui s'occupent du dessin. Torimiki c'est surtout les décors. On retrouve quand même le trait de Mari Yamazaki, donc voilà pour l'exemple. Il y a aussi un travail sur le numérique qui contraste justement avec ce trait un petit peu simplé et qui peut faire penser aux tableaux grecs et romains. Mais là ça va encore, les décors en soi sont très détaillés, sont très beaux, il n'y a pas de souci, c'est surtout dans les trames en fait et des petits effets comme l'eau par exemple où c'est tout du numérique, c'est fait par ordinateur, mais ça va, ça passe. Voilà, c'était mon avis sur les 3 lectures de la semaine, et même plus précisément des heures précédentes. Je viens d'apprendre durant ce tournage, puisque là je tourne samedi, la mort de Jiro Taniguchi, qui est un auteur que j'aimais beaucoup. Il était surtout connu pour Quartier Lointain, mais ce que je retiens vraiment de lui, ce sera Le Sommet des Dieux, qui est tout simplement mon récit sur la montagne préféré. Si vous l'avez pas encore lu, bah franchement foncez, et puis lisez tout ce qui est de lui, parce qu'il a vraiment fait des chefs-d'œuvre, de nombreux chefs-d'œuvre. Voilà, donc j'en profite, si je peux dire, pour vous conseiller tout ce qu'il a pu faire parce que vraiment c'était un grand mangaka. Bref, ceci étant dit, j'espère en tout cas que ce Débrief Week vous aura plu, donc c'est un format un petit peu particulier, mais je pense pas que je referai ça, c'est juste que là je manquais un petit peu d'inspiration, et puis j'ai parfois aussi envie de m'essayer à des manières de faire et des montages un peu différents, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis en tout cas à bientôt pour plein de prochaines vidéos qui, je l'espère, seront cool. Portez-vous bien parce que c'est le plus important, et à la prochaine, ciao.